En 1928, un jeune homme monta timidement sur scène en Allemagne pour présenter ses travaux récents. Sa présentation était légèrement inhabituelle. Le physicien Eugène Wigner a décrit la conférence comme étant détachée, presque comme une récitation d'un texte technique. Il a dit que l'homme parlait sans aucun signe de plaisir à sa conférence. Mais le travail de cet homme, étrange et modeste, allait bouleverser certains des physiciens quantiques les plus célèbres du XXe siècle. Après la conférence, Werner Heisenberg a qualifié la théorie de cet homme de chapitre le plus triste de la physique moderne. Heisenberg a également écrit à Niels Bohr et a dit « Je trouve la situation actuelle tout à fait absurde. C'est presque par désespoir que j'ai choisi un autre domaine. » Selon la légende, Wolfgang Pauli aurait quitté la physique quantique pour écrire un roman utopique. Qu'avait déclaré ce jeune homme pour autant bouleverser la mécanique quantique? Il travaillait sur un problème qui occupe toujours les physiciens: unir la relativité d'Einstein et la mécanique quantique. Et son travail avait révélé quelque chose de troublant. Une particule différente de tout ce qu'on connaissait, une particule dotée d'une énergie négative. En 1905, Albert Einstein publie la théorie de la relativité restreinte. Elle reposait sur l'idée que, pour toute personne à vitesse constante, les lois de la physique restent identiques. Cela inclut toute mesure de la vitesse de la lumière. Peu importe votre mouvement par rapport au faisceau, vous la mesurerez toujours à 300 millions de mètres par seconde. Cela signifie que des choses que nous considérons habituellement comme fixes, comme le temps et l'espace, doivent se transformer afin que la vitesse de la lumière soit toujours mesurée avec la même valeur. En découvrant cela, Einstein a compris que l'espace et le temps sont liés en une structure à 4 dimensions appelée espace-temps. Lorsqu'Einstein a appliqué cette idée à un objet émettant de la lumière, il a découvert quelque chose de particulier. Lorsqu'un objet perd de l'énergie en émettant des photons, sa masse doit également diminuer, et le changement de masse de l'objet est égal à l'énergie des photons émis, divisé par la vitesse de la lumière au carré. En soi, il a découvert que l'énergie équivaut à mc au carré. E égale mc au carré. La masse et l'énergie ne sont que des manifestations différentes de la même chose. L'énergie totale d'une particule dépend de sa quantité de mouvement et de sa masse au repos, établissant une nouvelle relation entre énergie et quantité de mouvement. Maintenant, si nous prenons la racine carrée des deux côtés, nous obtenons une expression pour l'énergie d'une particule en fonction de sa masse et de sa quantité de mouvement. Si l'on trace l'énergie selon la quantité de mouvement en une dimension, on obtient une courbe où mc carré, l'énergie de masse au repos, est le minimum d'énergie. En fait, en prenant la racine carrée, il fallait mettre un plus ou moins, ce qui donne deux courbes. Une pour les énergies positives et une autre pour les énergies négatives. Mais nous n'observons pas de choses qui ont une énergie inférieure à zéro. Je veux dire, qu'est-ce que cela voudrait même dire? En physique classique, on ignore simplement les solutions à énergie négative. Elles ne peuvent rien représenter physiquement, n'est-ce pas, Casper? Bien sûr, cela paraît juste. Mais alors qu'Einstein développait la relativité restreinte, les physiciens observèrent des phénomènes étranges en physique atomique qui remettaient en cause ces hypothèses classiques. Ils ont d'abord constaté que les niveaux d'énergie des particules subatomiques, tels que les électrons, n'étaient pas continus. Ils étaient discrets et agissaient à la fois comme particules et ondes. Donc, si vous preniez des électrons et que vous les faisiez passer à travers deux fentes étroites, ils créeraient alors des motifs d'interférence, tout comme la lumière le fait. Ce qu'ils découvraient, c'était le nouveau domaine de la mécanique quantique. En 1926, Erwin Schrödinger a formalisé le domaine en proposant son équation d'onde célèbre décrivant l'évolution temporelle des systèmes de mécanique quantique. C'était la théorie nouvelle la plus radicale du XXe siècle et elle le resterait. Ce n'est pas un peu comme Newton ou un peu comme Maxwell, c'était radicalement nouveau. La solution de l'équation, nommée fonction d'onde, PSI ne décrit pas une particule avec une position et une quantité de mouvement précises, comme le feraient les lois classiques. Mais à la place, le module au carré peut nous donner la probabilité de trouver la particule à un endroit précis à un moment précis. Dériver l'équation de Schrödinger est en réalité assez simple. Commencez simplement par écrire l'énergie totale, qui pour une particule libre est simplement son énergie cinétique, 1/2 de mv au carré. Et on peut la réécrire en fonction de la quantité de mouvement, masse fois vitesse, donc l'énergie cinétique est simplement la quantité de mouvement au carré, divisé par 2m. Nous allons maintenant le rendre quantique, ce qui nécessite deux éléments. La première chose est la fonction d'onde psi qui décrit comment les particules se comportent, comme des ondes à l'échelle quantique, et la seconde est ce qu'on appelle un opérateur quantique.
C'est un outil mathématique qui extrait de la fonction d'onde une propriété de la particule, comme sa position, énergie ou quantité de mouvement. Voici les opérateurs pour l'énergie et la quantité de mouvement. En introduisant ces opérateurs, chaque côté de l'équation agit sur la fonction d'onde. Cela donne l'équation de Schrödinger pour une particule libre. Pour les particules non libres, comme les électrons et atomes, il faut aussi prendre en compte l'énergie potentielle, ce qui donne l'équation complète de Schrödinger. Mais il y a certains endroits où il ne produit pas la bonne prédiction. Par exemple, prenons l'élément or. L'équation de Schrödinger indique qu'il devrait être gris argenté comme les autres métaux, mais ce n'est pas le cas, c'est de l'or. Et pour le mercure, l'équation de Schrödinger prédit qu'il devrait être solide à température ambiante, mais c'est un liquide. Alors, quel est le problème? Eh bien, je vais vous donner un indice, parce que l'or et le mercure sont tous les deux des éléments lourds. Leur noyau riche en protons attire plus fortement les électrons en orbite. Donc, si vous pensez de façon classique, les électrons seraient liés plus fortement et ils tourneraient à des vitesses plus élevées que dans d'autres éléments. Et pour les électrons, dans certaines orbites, ces vitesses commencent à devenir un peu trop proches de la vitesse de la lumière. Revenons à l'équation de Schrödinger. L'énergie cinétique est P carré sur 2m. Mais pour des particules à vitesse relativiste proche de la lumière, cette équation ne convient pas. L'équation correcte est la relation énergie-impulsion de la relativité restreinte. L'équation de Schrödinger n'est pas compatible avec la relativité, donc elle n'est techniquement pas correcte. La solution paraît simple, partir de la relation relativiste énergie-impulsion pour en déduire une nouvelle équation d'onde. Eh bien, c'est exactement ce qu'un physicien nommé Oskar Klein a fait en 1926. Il a utilisé les mêmes opérateurs d'énergie et de quantité de mouvement que Schrödinger pour obtenir cette équation. Le travail de Klein a été bien accueilli par plusieurs collègues. En fait, il s'est avéré que deux autres physiciens, Walter Gordon et Vladimir Fock, étaient arrivés indépendamment à la même équation cette même année. Elle fut appelée équation de Klein-Gordon, ce qui agaça Fock. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Vous faites tout le travail difficile et ensuite personne ne le remarque. Les choses ont un peu changé depuis l'époque de Fock, mais la clé de la reconnaissance reste la visibilité et de nos jours, cela signifie avoir un site web. C'est simple, il suffit d'écrire quelques milliers de lignes de CSS, de JavaScript ou de HTML, ou alors de payer quelqu'un quelques milliers de dollars pour le faire à votre place. Ah, et puis il y a les frais d'hébergement et la maintenance. Ou alors, vous pouvez jeter un œil au sponsor d'aujourd'hui, Hostinger. Ils mettent à votre site en ligne et leurs outils intuitifs permettent de le créer sans apprendre plusieurs langages de programmation. Le créateur de site Hostinger peut vous amener presque jusqu'au bout avec une seule instruction. Vous pouvez optimiser le site grâce à leurs outils intégrés pour la rédaction SEO, la création de logos et le commerce en ligne. Et une fois que vous êtes satisfait, vous êtes immédiatement en ligne sur un domaine inclus avec l'offre. Tout ce processus est rapide et simple, et un abonnement ne coûte que quelques dollars par mois. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 85% de réduction pendant la promo et utilisez le code Veritasium pour 10% de remise en plus. Il vous suffit de scanner ce QR code ou de suivre le lien dans la description pour commencer. Je tiens à remercier Hostinger d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Et maintenant, retour à Klein, Gordon et Fock. L'équation de Klein-Gordon-Fock est même parvenue jusqu'à l'un des pères de la physique quantique, Niels Bohr, qui a dû être impressionné. À la conférence Solvay 1927, Bohr échangeait avec un jeune physicien sur ses travaux. Le jeune homme a dit « J'essaie d'obtenir une théorie relativiste de l'électron ». Bohr a répondu « Mais Klein a déjà résolu ce problème ». Le jeune homme n'était pas d'accord. Alors, qui était ce jeune homme audacieux de 25 ans? Il s'agissait de Paul Dirac, un homme à qui Bohr donnerait plus tard le surnom de « l'homme le plus étrange ». Car il était vraiment unique en son genre. La première fois que je suis allé à Princeton, j'ai rencontré un couple qui a invité Dirac et sa femme. Et Dirac, pendant tout le repas, qui a duré 3 heures, il n'a pas prononcé un seul mot. Pas un seul mot. Il n'était ni boudeur ni en colère, il ne voyait juste aucune raison de parler. C'est fou. Dirac était un homme d'une telle réserve que ses collègues ont inventé une unité spéciale, un Dirac, équivalent à prononcer un mot par heure. La légende raconte aussi qu'il aimait se détendre en grimpant aux arbres en costume 3 pièces, et ce n'était pas son seul passe-temps étrange. Étudiant Bill Dirac avait suivi des séminaires sur la relativité d'Einstein, dont il était tombé un peu amoureux. Il était impressionné par l'élégance et la beauté de ses mathématiques. Pour Dirac, cela touchait au cœur de ce qu'une bonne théorie devait accomplir.
Il a dit « Mieux vaut la beauté des équations que leur conformité à l'expérience ». Sais-tu pourquoi Dirac était autant attiré par la relativité? Einstein y est allé et a tout fait, pas tout, mais presque tout par raisonnement déductif. Cela a eu un énorme impact sur Dirac. Il a compris que les mathématiques avancées étaient vraiment importantes pour comprendre la façon dont la nature fonctionne. Dirac s'est trouvé un nouveau passe-temps. Actualiser sans relâche les équations classiques avec la relativité d'Einstein pour les adapter au scénario relativiste, celle proche de la vitesse de la lumière. Il a ajouté plus tard, c'était comme un jeu pour lui. Donc, il n'est peut-être pas si surprenant qu'il ait été l'une des personnes à essayer d'unir la physique quantique et la relativité. Parce qu'une théorie qui couvrirait les deux serait vraiment belle à ses yeux. Dirac ne trouvait pas la beauté dans l'équation relativiste de Schrödinger par Klein, Gordon et Fock. Et il n'était pas seul. Son collègue Wolfgang Pauli, après avoir lu l'article de Klein, lui souhaite un prompt rétablissement de sa physique dans une lettre. Pauli était connu pour être assez cinglant, et en fait l'équation de Klein-Gordon est utile dans certains cas. Mais lui et Dirac étaient tous deux préoccupés par une caractéristique particulière de l'équation. Et c'est parce que l'équation de Klein-Gordon contient ce terme. C'est une dérivée seconde par rapport au temps, donc la fonction d'onde est dérivée 2 fois par rapport au temps. N'oubliez pas, l'équation de Schrödinger comporte aussi une dérivée seconde, mais par rapport à l'espace, pas au temps. Le temps n'est qu'à l'ordre 1. Pourquoi cela pose-t-il problème? Eh bien, pensez à une dérivée seconde très simple par rapport au temps, quelque chose comme d carré y sur dt carré est égal à 3. Pour trouver y, il suffit d'intégrer 2 fois la fonction qui satisfait cette équation. Mais remarquez que, pour trouver la solution, nous avons maintenant 2 constantes d'intégration, c et d. Et le problème, c'est que nous ne pouvons les déterminer que si nous connaissons à la fois y à un instant donné et si nous connaissons la première dérivée de y à ce même instant. Cela a du sens physiquement si vous pensez, par exemple, à lancer une balle en l'air. Si vous voulez prédire le mouvement futur de la balle, eh bien, alors vous devez savoir d'où vous l'avez lancée, c'est-à-dire sa position, et avec quelle force vous l'avez lancée, c'est-à-dire sa vitesse. Ou, en d'autres termes, vous devez connaître à la fois la position et la première dérivée de la position. Pour prédire l'état futur d'un système quantique avec l'équation de Klein-Gordon, il faut la fonction d'onde initiale et sa première dérivée. La beauté de l'équation de Schrödinger est que connaître la fonction d'onde à un instant permet de prédire tous les états futurs du système. Mais dans l'équation de Klein-Gordon, la fonction d'onde ne suffisait plus, ce qui posait un problème supplémentaire. On ne pouvait plus décrire la probabilité de présence d'une particule dans une zone uniquement par le module de la fonction d'onde. Comme pour l'équation de Schrödinger, il fallait une nouvelle équation pour la probabilité avec la fonction d'onde dans le cas de Klein-Gordon, ce qui demande du temps à dériver. Nous n'entrerons pas dans les détails ici, mais c'est similaire. Et le problème avec cette équation, c'est que, contrairement au simple module de la fonction d'onde, elle peut avoir des solutions négatives, des probabilités négatives. Comment la probabilité que quelque chose se produise peut-elle être inférieure à 0? Comme l'a dit Dirac, cela bien sûr n'a aucun sens physiquement. Dirac a fait ce qu'il sait faire de mieux et a cherché sa propre solution sans dérivée seconde par rapport au temps. D'abord, il a réécrit la relation relativiste entre l'énergie et la quantité de mouvement comme ceci, ce qui est une équation linéaire, donc pas de mise au carré, de E, c'est-à-dire pas de mise au carré de l'opérateur d'énergie, ce qui avait justement donné naissance à cette dérivée seconde par rapport au temps dans l'équation de Klein-Gordon. Il lui restait à résoudre l'équation et trouver alpha x, alpha y, alpha z et bêta pour obtenir une solution. On peut commencer par élever les deux côtés de l'équation au carré. Ensuite, on peut développer la quantité de mouvement du côté gauche dans ces 3 dimensions, puis développer le côté droit pour obtenir cette longue équation. Cela peut sembler assez compliqué, mais il y a une astuce que nous pouvons utiliser. Tous les termes à droite sont multipliés par PMC au cube, alors qu'à gauche, aucun terme n'inclut PMC au cube. Donc cela nous indique que lorsque vous multipliez ces coefficients ensemble, comme alpha fois bêta et bêta fois alpha, tout cela doit être égal à 0. Et de même, remarquez que ces termes sont multipliés par 2 moments différents comme Px et Py fois c au carré, ce qui n'a pas non plus d'équivalent du côté gauche. Donc ces termes alpha fois d'alpha doivent aussi être égaux à 0, et il ne reste donc que cette première ligne. Ces termes concordent des deux côtés. Cela nous indique qu'alpha x carré, alpha y carré, alpha z carré et bêta carré doivent tous être égaux à 1.
Donc Dirac avait maintenant un ensemble d'équations simultanées pour alpha x, alpha y, alpha z et bêta, qu'il lui suffisait de résoudre. Ça a l'air facile, non? Mais ce n'est pas si simple. Pour comprendre pourquoi, faisons quelques exemples. Disons donc qu'alpha x vaut 1 et que bêta vaut moins 1. Eh bien, on obtient alors un au carré, ce qui fait 1 égale à moins 1 au carré, ce qui fait aussi 1, donc cela satisfait la première équation. Mais si on le remplit ici, on obtient un fois moins 1, ce qui donne simplement moins 1, plus moins 1 fois 1, ce qui donne encore moins 1, pour un total de moins 2. Donc ça ne marche pas. Essayons un autre nombre. Alpha x vaut 1, alpha z vaut moins 1. Eh bien, dans ce cas, on obtient 1 fois moins 1. Donc encore une fois, on obtient moins 1 plus moins 1 fois 1, encore moins 1. Donc on obtient encore moins 2. Et en fait, si vous regardez cette équation du haut, les seuls nombres qui satisfont cette relation sont 1 et moins 1. Tous ces coefficients doivent être 1 ou moins 1. Mais si vous faites cela, les seules réponses possibles dans ces équations seront moins 2 ou plus 2. Maintenant, les deux équations qui posent problème sont celles-ci. Et c'est parce que alpha fois bêta est la même chose que bêta fois alpha, donc vous allez toujours obtenir moins 2 ou 2. La seule solution est de faire en sorte que l'ordre de multiplication ait de l'importance. Mais où peut-on trouver quelque chose comme ça? Réfléchissons à un vecteur vraiment simple. Disons 1 dans la direction x et 2 dans la direction y. Si je réfléchis ce vecteur par rapport à la droite y égale x, puis que je le réfléchis par rapport à l'axe des x, j'obtiens ceci. Si je recommence en réfléchissant d'abord par l'axe des x, puis par la droite y égale x, j'obtiens ceci. Ce qui est totalement différent. Donc l'ordre a de l'importance. Comment l'exprime-t-on en mathématiques? Nous devons représenter les transformations telles que les réflexions par un seul coefficient, donc utiliser des matrices. Les matrices sont des tableaux de nombres qui encapsulent ces transformations, nous indiquant comment réfléchir, faire pivoter, étirer ou comprimer selon chaque dimension. L'ordre de multiplication est important car on multiplie les lignes de la première matrice par les colonnes de la seconde. Une matrice reflétant selon y égale x est ainsi, celle par rapport à l'axe des x est ainsi. En appliquant ces matrices successivement à ce vecteur d'origine, on obtient des résultats différents. Utiliser des matrices en mécanique quantique n'était finalement pas si farfelu. Dirac avait déjà vu cela fait par Werner Heisenberg, son nouvel ami, même si cela semblait improbable. Dirac et Heisenberg étaient des personnages très différents. Heisenberg était charmant et extraverti, Dirac détestait socialiser et les bavardages. Une fois, les deux étaient sur un paquebot en route pour une conférence, et Heisenberg passait beaucoup de temps à danser avec les femmes à bord. Alors Dirac lui a demandé « Pourquoi danses-tu » Heisenberg a répondu « Quand il y a de jolies filles, c'est un plaisir. » Dirac a réfléchi un moment avant de dire « Comment sais-tu à l'avance que les filles sont jolies ?» Donc ils étaient des gars assez différents, mais Heisenberg a eu un impact profond sur Dirac. Sais-tu ce qui l'a attiré vers la mécanique quantique au départ? Il disait toujours que Heisenberg lui avait donné son étoile. Il le disait toujours. Plus tard dans sa vie, il commençait souvent ses cours, à 70, même 80 ans, par les mots suivants. La mécanique quantique a été découverte par Heisenberg en 1925. Doctorant, Dirac suivait de près Heisenberg, qui avait montré quelques années plus tôt que pour certaines propriétés, comme position et quantité de mouvement, l'ordre de multiplication importait. X fois P diffère de P fois X. Cela a initié le principe d'incertitude de Heisenberg, affirmant une limite à la précision de certaines propriétés physiques dans les systèmes quantiques. Si l'ordre de multiplication compte pour deux propriétés comme position et quantité de mouvement, cela signifie qu'il y a une incertitude dans leurs mesures combinées et que l'ordre de mesure modifie le résultat. Max Born, le mentor de Heisenberg, a proposé de représenter cela avec des matrices où l'ordre de multiplication importe également. Heisenberg a ainsi développé une nouvelle mécanique quantique équivalente à l'équation de Schrödinger, mais fondée sur l'algèbre des matrices. Dirac a constaté que l'ordre de multiplication de ces coefficients comptait, pensant alors que les matrices pouvaient être la solution. Pour ces coefficients, il a essayé des matrices 2 par 2, car ce sont les plus petites et les plus simples matrices qui pouvaient faire en sorte que l'ordre de multiplication ait de l'importance. Il a constaté que certaines équations fonctionnaient, notamment les matrices de réflexion testées précédemment.
Cependant, il n'a pas réussi à trouver des solutions où les 4 coefficients fonctionnent ensemble. Ce n'est pas simple. Dirac est l'une des personnes les plus intelligentes du XXe siècle en physique, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas facile. Il ne suffit pas de bidouiller des morceaux de l'équation de Schrödinger, il fallait faire quelque chose de complètement radical. Il travaille, il est là-dedans, et on peut vraiment le voir lutter. Puis Dirac a eu un éclair de génie. Il a dit « J'ai soudain réalisé qu'il n'était pas nécessaire de s'en tenir à des quantités qui peuvent être représentées par des matrices à seulement 2 lignes et colonnes. Pourquoi ne pas passer à 4 lignes et colonnes ?» Grâce à ces 4 matrices, 4 par 4, Dirac a résolu ces équations simultanées. Une matrice avec des 1 sur la diagonale équivaut mathématiquement à 1, et une suite de 0 équivaut à 0. Donc toutes les équations étaient satisfaites. Dirac avait trouvé des coefficients qui fonctionnaient. Maintenant, nous pouvons remplacer ces matrices dans l'équation linéaire de Dirac, puis réécrire les 3 moments et les coefficients alpha sous forme de vecteurs. Comme pour les équations de Schrödinger et de Klein-Gordon, on peut appliquer les opérateurs d'énergie et de moment des 2 côtés sur la fonction d'onde. Si nous remplaçons ces opérateurs, nous obtenons l'équation finale de Dirac pour l'électron libre relativiste. Le jeune homme qui a toujours recherché la beauté mathématique avait peut-être trouvé sa plus belle équation. Les gens pensaient que la solution serait horrible, mais finalement c'était magnifique, non? C'était quelque chose que l'on regarde et on se dit que c'est absolument incroyable. Dirac a découvert ce motif au cœur de la nature. Rien de tel n'avait été vu en physique à l'époque. Pour saisir un peu de cette beauté, comparez-la à l'équation de Schrödinger, visible ici. Maintenant, les deux se ressemblent beaucoup, mais il y a beaucoup de choses cachées dans l'équation de Dirac. Elle est relativiste et fonctionne à très grande vitesse grâce à la relation énergie-impulsion d'Einstein, contrairement à l'équation de Schrödinger. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que l'équation de Dirac est du premier ordre en dérivée temporelle et spatiale, alors que celle de Schrödinger était du second ordre en dérivée spatiale. Vous pourriez vous demander pourquoi c'est important. Être du premier ordre dans toutes les dérivées résout aussi le problème de la dérivée seconde temporelle de l'équation de Klein-Gordon. Elle traite désormais le temps et l'espace de façon symétrique, ce qui devient crucial en relativité, où temps et espace sont mêlés dans un espace-temps à 4 dimensions. Alors que l'équation de Schrödinger n'avait qu'une seule composante, la fonction d'onde doit ici être compatible avec ces matrices 4 par 4. Pour Dirac, il faut une fonction d'onde à 4 composantes. Donc, cela ressemblera à quelque chose comme ceci. Psi1, Psi2, Psi3 et Psi4. La fonction d'onde à 4 composantes signifie que l'équation de Dirac décrit 4 états possibles pour n'importe quel système quantique, ce qui révèle quelque chose que la fonction d'onde unique de Schrödinger ne montrait pas. Un électron à un niveau d'énergie donné a en réalité 2 états possibles selon l'orientation de son moment angulaire intrinsèque. Et spin vers le haut et spin vers le bas. Ce spin génère un faible champ magnétique, faisant de ces 2 états de petits aimants orientés opposés. Cela a une implication intéressante. Prenons l'hydrogène qui a un proton et un électron. Classiquement, l'électron tourne autour du proton. Mais si vous adoptez la perspective de l'électron, eh bien c'est maintenant le proton qui bouge. Sa charge positive en mouvement génère un champ magnétique dans le référentiel de l'électron. Donc maintenant, vous avez cet électron qui possède son propre mini-champ magnétique interagissant avec un champ magnétique plus grand. Cette interaction diffère légèrement selon le spin de l'électron vers le haut ou vers le bas. Et par conséquent, certains niveaux d'énergie de l'électron se divisent en 2 niveaux d'énergie très proches. Vous pouvez le constater en zoomant sur le spectre d'émission d'un atome d'hydrogène. L'équation de Schrödinger ne prévoyait pas cette division, ayant une solution par niveau d'énergie, mais la solution à 4 composantes de Dirac montrait 2 états de spin distincts avec des énergies légèrement différentes. Dirac a reconnu n'avoir jamais voulu inclure le spin dans son équation. J'ai commencé ce travail sans aucune intention d'inclure le spin de l'électron. Si un électron n'a que 2 états de spin possibles à un niveau d'énergie donné, pourquoi la fonction d'onde a-t-elle 4 composantes? Pourquoi y a-t-il 4 états et pas seulement 2? Eh bien, c'est ce qui nous ramène à ce cours de 1928 au début, celui qui semblait rendre fou même le physicien quantique le plus établi. Cet homme étrange était en réalité Paul Dirac, présentant au monde sa nouvelle équation.
Heisenberg a qualifié cette magnifique équation de Dirac de chapitre le plus triste de la physique moderne. Pour comprendre pourquoi ces physiciens étaient déconcertés, observons une particule au repos. Le terme de quantité de mouvement devient alors nul et disparaît, ce qui donne ce résultat. On peut ensuite remplacer l'énergie par l'opérateur quantique correspondant. Nous savons maintenant que bêta fois mc carré égale l'énergie de la particule. Et si nous écrivons bêta et le multiplions par mc carré, alors nous trouvons deux solutions positives et deux solutions négatives pour l'énergie. Donc les solutions d'énergie négative sont intégrées directement dans l'équation de Dirac. Cette idée qu'un électron libre puisse avoir une énergie négative était impossible à accepter pour aucun de ces physiciens. Réfléchissez-y. Si les électrons ont une énergie négative, ils pourraient sans cesse émettre de l'énergie positive, donc des photons, et descendre vers des états d'énergie négative toujours plus bas. Il n'y aurait aucune limite à la profondeur à laquelle ils pourraient tomber dans l'abîme de l'énergie négative. Cela paraissait évident à beaucoup de personnes intelligentes, et Dirac savait qu'ils avaient raison. Cette équation donnait la masse et le moment magnétique de l'électron. Oui, mais d'un autre côté, elle prédit cette situation ridicule où il y a des valeurs d'énergie négatives. C'est ça. C'est absurde. Alors Heisenberg a dit « j'abandonne, c'est juste ridicule ». Donc Dirac, d'une certaine manière très claire, devait sauver son équation. Dirac était resté 3 ans sur ses positions, explorant diverses interprétations de sa nouvelle équation pour expliquer l'origine de cette énergie négative. En 1931, il a alors proposé une idée radicale pour expliquer les solutions d'énergie négative. Un nouveau type de particule inconnu de la physique expérimentale, ayant la même masse et une charge opposée à celle d'un électron, nous pouvons appeler une telle particule un anti-électron. Nous ne devrions pas nous attendre à en trouver dans la nature en raison de leur taux rapide de recombinaison avec les électrons. Dirac affirmait que les 4 états de sa fonction d'onde à 4 composantes correspondent à un électron et un anti-électron, chacun avec spin vers le haut ou vers le bas. Quand Dirac l'a dit, personne n'a cherché l'anti-électron. Ils ont juste ignoré cela. Passons au laboratoire du Caltech. En 1932, Carl Anderson, postdoctorant au Caltech, travaillait à identifier les particules chargées issues des rayons cosmiques. Il a photographié les traces de ces particules dans une chambre à brouillard avec un champ magnétique uniforme. Anderson a observé plusieurs cas similaires. Cela ressemblait beaucoup aux traces qu'il avait vues laissées par des électrons, sauf qu'elles étaient courbées dans la direction opposée dans le champ magnétique, un peu comme les traces des protons chargés positivement. Impossible que ce soit un proton, vu la longueur de la trace. Elle avait parcouru une plus grande distance dans l'air, et donc elle devait être bien plus légère. Cela devait être un objet d'une masse similaire à celle de l'électron, mais avec une charge opposée, un électron positif que l'on appelle un positron. Il a aussi essayé de renommer les électrons en négatrons, mais ce nom-là n'a pas vraiment pris. Juste un an après que Dirac ait proposé l'anti-électron, Carl Anderson l'a découvert complètement par accident. Mais cela ne règle pas le problème de l'énergie négative. Souviens-toi de ce que nous avons dit. Si des particules comme ces positrons peuvent avoir une énergie négative, alors elles pourraient continuellement rayonner de l'énergie et tomber dans des états d'énergie négative de plus en plus bas. Heureusement, Dirac a également proposé une solution à ce problème, même si elle était un peu folle. Il a théorisé la mer de Dirac, décrivant le vide comme une mer infinie d'électrons dans tous les états d'énergie négative. Puisque 2 électrons ne peuvent partager le même état, cela empêche les électrons d'énergie positive de tomber dans des états d'énergie négative. Un trou ou une lacune dans cette mer correspond alors à un positron. Lorsqu'un électron et un positron se rencontrent, ils s'annihilent. C'est juste un électron qui retourne combler le trou dans la mer. La théorie est mathématiquement solide. Bien sûr, il s'agit de Dirac dont nous parlons. Mais si vous avez du mal à accepter l'idée que nous flottons sur une mer infinie d'électrons, eh bien, vous ne seriez pas le seul. Ce n'est même pas si fou si je ne sais pas. Des décennies plus tard, des gens retrouvent ce modèle dans un système physique. En physique de la matière condensée, on voit une analogie exacte avec la présence d'électrons dans la bande de conduction et, disons, la bande de valence. Oui, c'est vrai, mais Dirac était vraiment à part. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'était des gens comme lui, ils ne le voyaient pas. Et certains disaient que c'était n'importe quoi.
Mais c'était typique de la pensée rectiligne de Dirac. Il se disait peut-être que c'était... Et puis cela l'a conduit à l'antimatière. En 1941, le physicien suisse Ernst Stueckelberg a eu une idée ingénieuse. La fonction d'onde comporte un terme où l'énergie est multipliée par le temps. On voit qu'en changeant juste le signe du temps pour une énergie négative, on obtient le même résultat. Un négatif multiplié par un négatif donne un positif. Stueckelberg a proposé que des électrons à énergie négative voyageant dans le temps à rebours sont mathématiquement équivalents à des positrons, soit des anti-électrons à énergie positive allant de l'avant dans le temps. En 1948, Richard Feynman a repris cette idée pour créer les célèbres diagrammes de Feynman, outil majeur de la physique moderne. Dans ses croquis, il montrait les antiparticules allant en sens inverse des particules en arrière dans le temps. C'était une astuce brillante. Les solutions d'énergie négative n'avaient plus besoin de signifier qu'il existait une énergie négative ou un Dirac-C. Elles indiquaient simplement la présence d'une antiparticule. Nous savons qu'à chaque particule subatomique correspond une antiparticule de même masse et charge opposée. Ainsi le proton à l'antiproton, le neutrino à l'antineutrino, et ainsi de suite. D'après Heisenberg, c'était le plus grand progrès de la physique du XXe siècle. Dire qu'il existe toute une série d'antiparticules correspondant aux particules, et Dirac est arrivé à cela grâce à ce modèle fou. Mais tout n'est pas résolu. Ce nouvel antimonde soulève de grandes questions sur la nature même de notre univers, car les particules et leurs antiparticules sont égales et opposées. Lorsqu'elles se rencontrent, elles s'annihilent et produisent deux photons avec une énergie équivalente à leur masse et à leur énergie cinétique, et ce processus est réversible. Deux photons d'énergie adéquate peuvent créer une paire matière-antimatière. C'est la production de paires de Bright-Wheeler. Pendant les premiers instants après le Big Bang, l'univers était chaud, dense et rempli de ces paires qui apparaissaient et disparaissaient continuellement. Si un nombre égal de particules de matière et d'antimatière avait été créé, on s'attendrait à ce qu'elles s'annihilent toutes dans cet environnement dense, ne laissant derrière elles que de l'énergie. Mais cela ne s'est pas produit. L'univers s'est retrouvé rempli de matière. En estimant la quantité actuelle de matière et d'antimatière, il aurait suffi qu'une particule de matière sur 1 milliard survive à cette ère chaude et dense sans être annihilée. Cette infime différence donnerait la composition de notre univers actuel, la matière domine. Qu'est-ce qui a permis à une particule sur 1 milliard d'échapper à l'annihilation? Pourquoi la matière a-t-elle vaincu l'antimatière? Eh bien, c'est une question assez importante, avec des réponses pas si simples. Nous faisons donc une seconde vidéo où il se passe des choses spectaculaires. Nous entrons dans la bête. C'est fou, j'ai l'impression de ne pas devoir être ici. Vous fabriquez donc des antiatomes? Oui. C'est trop cool. Dirac est sans doute moins célèbre que Heisenberg ou Schrödinger, mais il a beaucoup contribué à la physique quantique et a été reconnu pour cela. Il a partagé le prix Nobel de 1933 avec Schrödinger pour la découverte de nouvelles formes productives de la théorie atomique. Cela a peut-être donné à l'étranger discret Dirac une nouvelle confiance, car le physicien Eugène Wigner, présent à sa conférence de 1928, est devenu un ami proche, et en 1934, il lui a présenté sa sœur Margit Wigner, qui allait changer la vie de Dirac. Peut-être plus que n'importe quelle équation ou prix Nobel. C'était des antiparticules, n'est-ce pas? Ils étaient très différents. Ils manquaient presque totalement d'empathie et en avaient conscience. Elle en avait à revendre, lui parlait à peine, elle ne pouvait pas s'arrêter de parler. On pourrait dire qu'ils sont des personnes complètement différentes. Mais le mariage a fonctionné. Ma grande amie Lilia Harris Chandra, qui les connaissait, a eu une remarque formidable, vraiment formidable. Il lui a donné du statut, elle lui a donné une vie. Donc, je suppose qu'il y a une paire particule-antiparticule qui ne s'est jamais annihilée. Et, une dernière chose, au cas où tu ne le saurais pas déjà, nous venons de lancer le jeu officiel Veritasium. Il contient 800 questions et est idéal pour défier tes amis. Chaque fois qu'on y joue chez Veritasium, les choses deviennent un peu tendues et c'est vraiment très amusant. Si tu veux voir, rends-toi sur notre page Kickstarter pour précommander ta version.
La livraison mondiale est disponible, tu peux donc recevoir ta version où que tu sois. Nous approchons des tout derniers jours de la campagne Kickstarter, donc c'est ta dernière chance de mettre la main sur l'édition exclusive de lancement. Pour nous soutenir, va sur Kickstarter via le lien en description ou scanne ce QR code. Je tiens à te remercier pour tout ton soutien et surtout, merci d'avoir regardé la vidéo.